À toutes et à tous, merci au CETIM pour l'organisation de cette conférence, l'invitation donc à intervenir ce soir à l'Université de Genève. Merci à vous qui êtes présents également ce soir et également aux organisations partenaires et soutiens de cette soirée, de cette conférence. Alors les personnes qui sont intervenues à distance sont des personnes que je connais, Aminata Traoré, chez qui je vais régulièrement, à Bamako, Inem Richardson, qui est une jeune afro-américaine qui s'est installée à Ouagadougou depuis quelques années, pleine d'énergie et très dynamique, et Alex Sanfran, qui fait également un travail de recherche très intéressant sur le Niger. Et donc vous avez une diversité d'intervenants qui ont analysé la question sous différents angles, que moi je vais essayer, je dirais, d'élargir. En sachant que je ne pourrais évidemment pas traiter tout, on parle de 3 pays, donc je ne pourrais pas traiter spécifiquement le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais je vais plutôt me concentrer, on va dire, sur l'entité et rappeler déjà historiquement quelques éléments qui me semblent nécessaires, puisque l'Alliance des États du Sahel ne pose pas seulement la question d'une renaissance panafricaine, mais plutôt d'une continuité de la recherche des moyens pour les Africains d'assumer leur destin politique. Alors, la question du panafricanisme mérite quand même que je fasse un rappel historique. Donc, le panafricanisme, c'est un mouvement de résistance, de solidarité, de libération qui est né parmi les Africains déportés dans les Amériques et la Caraïbe, qui ont à l'époque lutté contre l'esclavage. Et donc ce mouvement panafricaniste est apparu dans la diaspora, mais il est complémentaire de l'idée d'unité africaine. Donc dans l'histoire de l'Afrique, la région dont nous parlons ce soir, la région du Sahel, a toujours été un lieu propice à la formation de royaumes et d'empires qui avaient des structures fédérales et multinationales. Donc du 3e au 12e siècle, le royaume du Ghana, du 13e au 15e siècle, le Mali, ou le Songhai du 15e au 17e siècle sont quelques-uns des plus célèbres empires ouest-africains. On peut également citer le royaume Mossi, qui correspond au cœur actuel du Burkina Faso, ou le royaume du Massina. Donc ces empires et ces royaumes qui étaient d'ailleurs fondés sur la guerre, la diplomatie, le commerce ou la religion, correspondent à l'âge d'or de l'Afrique, aux grands siècles africains, avant les impacts de la traite et de la colonisation. Alors, historiquement parlant, c'est important de rappeler également, on ne le rappelle pas suffisamment, que la colonisation n'est rien d'autre qu'une succession de coups d'État opérés par les puissances européennes du XIXe siècle contre des peuples africains qui vont résister pour garder leur souveraineté. Donc, la colonisation marque la fin des souverainetés africaines, et à partir du XXe siècle, les congrès panafricains, organisés dans la diaspora par Webb Dubois, un intellectuel noir américain, ou les réseaux de retour en Afrique impulsés par le leader jamaïcain Marcus Garvey, se mettent en place, et le panafricanisme va accompagner les luttes anticoloniales et devenir un élément stratégique du nationalisme africain. Donc au début des années 60, la principale figure du panafricanisme, le leader ghanéen Kwame Nkrumah, pose l'objectif politique qui est la Constitution, donc Inem Richardson en parle, la Constitution des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire un gouvernement continental défendant de manière souveraine les intérêts communs de tous les peuples africains. Nkrumah considère à l'époque qu'aucun pays africain n'a les moyens seuls de résister aux pressions économiques et financières des multinationales, d'exister pleinement dans des relations internationales fondées sur les grands ensembles géopolitiques, de l'époque de la guerre froide notamment, ou encore de disposer d'une armée en mesure de préserver l'intégrité de son territoire. Les États africains, pense Nkrumah, qui accèdent à l'indépendance doivent donc renoncer à leur souveraineté individuelle pour fusionner dans les États-Unis d'Afrique. Donc en 1957, le Ghana était devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne indépendant, à l'exception du Libéria. Un an plus tard, la Guinée de Sékou Touré rejette le référendum du général de Gaulle et accède à l'indépendance dans le cadre d'une rupture nette avec la France. Face à la répression française menée notamment par Jacques Foccart, la Guinée accepte le soutien du Ghana et les deux pays forment alors l'Union Ghana-Guinée. Il faut savoir que lors de ce même référendum de septembre 1958, le peuple du Niger, qui avait été mobilisé
par le parti Sawaba de Djibo Bakary, avait fait le même choix que le peuple de Guinée, à savoir la rupture avec la France et l'indépendance. Cependant, les services français parviennent à retourner les résultats pour que le Niger demeure sous contrôle de Paris. En effet, comme au Gabon ou en Centrafrique, à la fin des années 50, également au Congo, on vient de découvrir d'importants gisements d'uranium nécessaires à la souveraineté énergétique et militaire de la France et justifiant que le Niger reste la chasse gardée de la France. À la même période, le Sénégal et le Soudan français mettent en place un ensemble portant le nom de Fédération du Mali. Cette fédération devait également réunir le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, et le Bénin, anciennement Dahomey, avant que la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny récupère ces deux pays dans un autre groupe qui porte le nom de Conseil de l'Entente. À la suite de crises et de désaccords, la fédération du Mali éclate durant l'été 60. Le Sénégal prend son indépendance en août, le Mali un mois plus tard, le 22 septembre 1960. Comme la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta rompt avec la France. Une monnaie nationale est créée, l'armée française est expulsée, d'une part dans le cadre d'un soutien de Bamako aux indépendantistes algériens, et d'autre part dans le but de faire échec au projet français de créer une organisation commune des régions sahariennes qui correspond à peu près à la région du Nord Mali et au sud algérien. Donc la question de la balkanisation, la question du Nord Mali, ou du Biafra, ou du Congo avec Ekivu sont des questions liées au processus de décolonisation et de fragmentation des États africains. Peu après, le Mali rejoint le Ghana et la Guinée pour former l'Union Ghana-Guinée-Mali, embryon des États-Unis d'Afrique, avec un drapeau aux couleurs du Ghana, frappé de 3 étoiles noires. L'Union des États africains a alors pour objectif d'ajouter autant d'étoiles noires à son drapeau que de pays qui viendront la rejoindre. Très rapidement, l'Union éclate, car en 1966, Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire, et en 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État militaire. Sékou Touré, persuadé d'être le prochain sur la liste, durcit son régime. 3 pays qui s'unissent, 2 qui font l'objet d'un coup d'État, et le 3e qui se retrouve acculé. Ceux qui travaillent matin, midi, soir et toute la nuit pour briser la Confédération des États du Sahel ont probablement étudié comment l'union des États africains a été brisée. À savoir que la chute ou le retrait de l'un des 3 pays de l'AES entraînerait la chute de l'ensemble constitué, alors que le retrait de 3 pays de la CEDEAO n'entraîne pas nécessairement l'effondrement de la CEDEAO. La Confédération AES s'inscrit donc dans une longue et riche histoire des tentatives d'intégration africaine. Ces projets panafricains en Afrique de l'Ouest ont été nombreux, combattus, d'une part par l'ancienne puissance coloniale, la France, notamment en raison de ses intérêts géostratégiques, d'autre part par l'intermédiaire de ses relais politiques, militaires et intellectuels africains, quitte dans certains cas à créer des organisations panafricaines pour être certains de contrôler le panafricanisme. Tous les premiers présidents africains étaient également des civils au moment des indépendances. Rapidement, c'est au sein des armées nationales africaines que sont recrutés des éléments africains chargés de préserver les intérêts de la France dans le cadre des accords de défense imposés par Paris à ses anciennes colonies. Ces accords de défense qui incluent la présence de bases militaires françaises dans plusieurs pays africains, aujourd'hui encore la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Tchad et Djibouti, sont doublés d'accords politiques, culturels, économiques et monétaires, dont le plus emblématique est le franc CFA, anciennement franc des colonies françaises d'Afrique. Tous ces éléments sont développés dans le livre que j'ai co-dirigé sur la France-Afrique, L'Empire qui ne veut pas mourir. Il faut donc comprendre que les indépendances de 1960 n'ont pas marqué la fin de la décolonisation, et nous avons eu à chaque décennie des tentatives africaines de rupture avec la domination française ou la tutelle occidentale. Parmi les expériences marquantes qui ont été réprimées, on peut citer évidemment la révolution menée par Thomas Sankara au Burkina Faso entre 1983 et 1987, ou de manière plus nuancée, la résistance née face à la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, ou la guerre de l'OTAN contre la Libye de Kadhafi, qui avait l'ambition de financer un projet politique et monétaire continental. Donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont 3 pays qui ont chacun leur expérience des luttes pour la souveraineté
et qui ont en même temps évolué dans les cadres de la France-Afrique. Ce sont 3 pays enclavés dans une région sahélienne qui a été colonialement partagée entre l'Espagne, la France, l'Angleterre et l'Italie, qui fait l'objet des présences américaines, mais aussi russes et chinoises, pour ne citer que les principales puissances. Ce sont 3 pays qui, dans la continuité de la guerre de Libye, sont confrontés à des groupes terroristes ou à des menaces sécessionnistes, qui ont d'ailleurs justifié l'implantation militaire française, puis européenne et internationale à partir de 2013. Les 3 pays ont connu des coups d'État qui ont porté au pouvoir des militaires, et ces 3 pays disposent de ressources stratégiques minières conséquentes, avec de l'or, de l'uranium, du pétrole, du gaz naturel, du phosphate, d'immenses nappes phréatiques et bien d'autres ressources. Pourtant, ces pays que la France disait vouloir aider à se développer sont restés depuis leur indépendance prisonniers du narratif de la pauvreté et de l'aide au développement. Depuis le discours de La Baule en 90, ce narratif de l'aide au développement est politiquement adossé à une forme de chantage. Adoptez la démocratie et l'Occident vous aidera. L'AES est donc également un espace stratégique pour la défense des intérêts économiques européens et notamment pour la politique de contrôle de l'immigration de l'Union européenne, dans laquelle les pays nord-africains, notamment l'Algérie, la Libye et la Tunisie, jouent un rôle de première frontière de l'Europe. Niamey, à ce niveau-là, était donc notamment le pivot de l'externalisation de la politique d'asile, et le Niger a aboli en novembre 2023 la loi de 2015 pénalisant le trafic illicite de migrants qui s'inscrit dans la criminalité transnationale aux grandes dames de l'Union européenne. C'est donc dans ce contexte de guerre et d'enjeux multiformes que l'Alliance des États du Sahel a été créée le 16 septembre 2023 par la charte de l'Iptako-Gourma. L'élément déclencheur était la préparation d'une intervention militaire de la CEDEAO dont le but de réinstaller le président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet précédent par des militaires qui ont placé au pouvoir le général Abdourahmane Chani. Le Mali du colonel Assimi Goïta et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré ont donc instauré un pacte de défense militaire pour sortir de la tutelle occidentale et du cadre de la CEDEAO. Des pays, donc 3 pays, qui étaient tenus à l'écart de leurs propres affaires, ont décidé de repartir sur une approche beaucoup plus endogène. La menace d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger a créé dans toute l'Afrique de l'Ouest une situation de guerre froide qui ne date pas d'aujourd'hui, avec néanmoins des oppositions réciproques plus ou moins fortes entre le Sénégal et le Mali, qui ont le lien historique de la Fédération du Mali, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui ont également une forte interaction économique et culturelle, entre le Niger et le Bénin, qui sont liés par des dépendances liées à la question de l'enclavement. Les diplomaties étatiques font un certain travail pour réduire les tensions, mais la ligne panafricaniste doit être d'appliquer les conseils de Frantz Fanon sur la nécessité de ne pas tomber ou encourager un certain nombre de tensions intra-africaines, d'une part, et de tout faire pour éviter d'avoir une Afrique qui avance et une Afrique qui recule. Cette précision est importante parce que le débat sur l'AES a été résumé dans un certain nombre de milieux militants et médiatiques comme un débat pour ou contre l'AES, alors qu'il s'agit en réalité de voir si l'AES constitue une valeur ajoutée durable aux efforts pour la libération et l'unité africaine. La question est de savoir si le format de l'AES répond ou pas aux besoins fondamentaux des populations, à savoir la sécurité et le développement. C'est Cher Anta Diop qui expliquait que rien ne peut se faire en commençant par la sécurité qui est la base du développement. L'AES est le résultat d'un effet domino où la décision de l'un des pays engage les 2 autres. Ainsi, le Niger, après le Mali et le Burkina Faso, a également dénoncé les accords de défense et a obtenu le départ de l'armée française, dont la base principale reste le pays voisin, le Tchad. Par conséquent, il est peu probable de voir des pays de tradition politique différentes, comme le Tchad, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui sont voisins de l'AES. Il est peu probable de les voir intégrer la Confédération sans avoir au préalable suivi la règle de dénonciation des accords militaires avec la France.
Pour autant, le document fondateur de l'Alliance, la charte du Liptako-Gourma, son tour de précaution, avec un préambule où l'AES, je cite, réaffirme son attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et au traité révisé de la CEDEAO. Il faut donc dire quelques mots sur ces différentes structures. Concernant les Nations Unies, les pays du Sahel, avec le Mali en tête, ont régulièrement pris la parole devant les instances onusiennes pour dénoncer devant l'opinion internationale le rôle de la France, qui accuse en retour ces pays d'être devenus des pays relais de l'influence russe en Afrique. L'AES joue aujourd'hui dans le sens d'un monde multipolaire, projeté par la Chine et la Russie notamment, et un certain nombre de pays qui sont dans la sphère d'influence des BRICS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unité africaine a toujours été prise en otage par les intérêts américains, britanniques, chinois, français et russes, car l'Afrique est le principal sujet débattu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le fait que le Mali, par son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, a dénoncé le rôle de la France qui servait de porte-plume aux pays africains devant le Conseil de sécurité, est aussi un acte de souveraineté et une rupture politique. La question de l'ouverture de 2 sièges pour l'Afrique dans ce Conseil de sécurité, donc une vieille question, conduira probablement à un lobbying panafricain pour que l'AES bénéficie de l'un de ces sièges. Maintenant, à ma connaissance, l'AES n'est pas encore formellement reconnue comme une organisation internationale dans les instances onusiennes, puisque sa forme institutionnelle, on est parti d'une alliance, d'une confédération, et on espère une fédération. Sa forme institutionnelle et ses attributs ne sont pas définitifs. Il n'existe, encore une fois à ma connaissance, aucun traité entre l'AES et une organisation onusienne qui donnerait caution à l'AES en tant qu'entité souveraine. Seule la fédération devrait le permettre dans le sens où elle impliquerait la perte de souveraineté de chaque État et la naissance d'une souveraineté unique. En l'état, chaque pays garde encore sa voix devant les instances internationales, mais les 3 pays agissent ensemble. C'est donc sur le plan diplomatique une approche panafricaine qui pose la question de la subsidiarité des décisions. Un mot maintenant sur la CEDEAO, qui est également l'un des grands enjeux du débat. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est un regroupement d'États souverains qui a été créé en 1975 et qui a été intégré en 1991 à un document qui est le traité d'Abuja. Le traité d'Abuja met en place ce qu'on appelle une communauté économique africaine et demande aux différentes sous-régions du continent africain de se constituer en communauté économique régionale. Donc on est vraiment sur un projet d'intégration économique. Et dès le départ, la CEDEAO est confrontée aux limites de la souveraineté de chacun des États qui la composent, ça c'est le premier point, la question de la souveraineté interne, et à la difficulté de se positionner avec une vision commune sur les questions de souveraineté externe. Sur le premier point, donc la souveraineté interne, les anciennes colonies françaises qui sont à l'intérieur de la CEDEAO, qui sont également regroupées au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'organe qui gère le franc CFA, ont toutes au minimum une absence de souveraineté monétaire et une dépendance directe à Paris. C'est un point que même les pays anglophones, comme le Nigeria ou le Ghana, ont dénoncé en disant qu'il est difficile de négocier directement avec les pays francophones ouest-africains ou africains de manière générale, sans devoir passer par l'Élysée, par Paris. L'un des projets de la CEDEAO était la création d'une monnaie commune réunissant les 8 pays qui utilisent le franc CFA et les 7 autres pays qui disposent chacun de leur monnaie nationale. C'est dans le débat sur la monnaie de la CEDEAO que la France de Macron a fait un premier coup d'État en déclarant conjointement avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara en décembre 2019 que le franc CFA allait être remplacé par l'ECO, qui est le nom de la monnaie que la CEDEAO souhaitait mettre en place. Cette annonce a été faite de manière unilatérale, sans que les autres pays comme le Nigeria ne soient informés, avec une décision unilatérale d'Alassane Ouattara de fixer un taux fixe, contrairement à ce que le Niger, par exemple, souhaitait en termes de taux flottants.
C'est ce moment-là qui fait comprendre très clairement l'intention de la France de passer par la CEDEAO pour maintenir et préserver ses intérêts dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le franc CFA et les monnaies nationales continuent de circuler. La CEDEAO dit vouloir reprendre son agenda de la monnaie commune. L'AES annonce également avoir lancé le processus de création de sa monnaie. Et certains pays, comme le Sénégal de Diomaye Faye, ont sous-entendu qu'en cas d'échec de la monnaie CEDEAO, ils pourront utiliser l'option de créer une monnaie nationale sénégalaise. Le second point sur la CEDEAO est la question sécuritaire, qui fait que dans le cadre de sa souveraineté externe et du fait des accords qu'elle a notamment signés avec l'Union européenne, la CEDEAO s'est trouvée prise dans le projet européen sur la stratégie de sécurité et de développement au Sahel et pour le golfe de Guinée, élaboré entre 2011 et 2014, soit précisément au moment où la guerre de Libye intervient et le Sahel subit les conséquences de cette guerre de Libye. En parallèle, réunis les armées françaises, les armées de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, sous tutelle française, ont été réunis dans le cadre du G5 Sahel. Ce groupe, qui renvoie à la reconfiguration des opérations militaires françaises Serval et Barkhane, renforce l'éviction de la CEDEAO de son propre espace de souveraineté. Autrement dit, nous avons une organisation sous-régionale ouest-africaine qui s'est retrouvée au mieux prisonnière, au pire complice de la préoccupation sécuritaire européenne en Afrique de l'Ouest. Il était donc demandé aux anciens pouvoirs élus du Sahel de rester dans un cadre sécuritaire prédéfini qui a rapidement montré ses limites politiques et sécuritaires. C'est un cadre qui a conduit à délégitimer les anciens présidents élus, dont les populations voyaient très clairement qu'ils étaient des marionnettes. Il y a eu de nombreux moments d'humiliation, comme l'interdiction faite à l'armée malienne de prendre en charge la libération de son propre territoire, ou encore la convocation par Emmanuel Macron des présidents du G5 Sahel à Pau pour qu'ils réitèrent leurs besoins et leur désir de voir la France présente à leur côté. Ce sont ces présidents-là qui ont perdu la confiance de la jeunesse africaine et qui ont été renversés par des coups d'État dans un contexte où le choix de la France de miser principalement sur l'option militaire ne pouvait qu'entraîner en réaction l'arrivée de militaires à la tête des États africains. La France a au minimum une co-responsabilité dans la succession de coups d'État survenus au Sahel. Et c'est parce qu'elle n'assume pas cette co-responsabilité qu'elle rejette les faits, principalement sur la Russie et sur les activistes panafricains. Après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, plusieurs présidents, notamment du Nigeria, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, ont endossé une ligne d'intervention militaire soutenue en arrière-plan par la France. Ce projet d'intervention a définitivement décrédibilisé la CEDEAO aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique, d'autant plus que la CEDEAO n'a pas les moyens logistiques d'une intervention militaire de cette nature. Face à une CEDEAO déshonorée et enterrée, notamment sur les réseaux sociaux, la naissance de l'AES le 16 septembre 2023 est militairement fondée sur le fait que l'unification des trois territoires et des trois armées serait plus efficace pour lutter contre une menace terroriste qui sévit notamment dans la zone des trois frontières. Les terroristes auront toujours plus de mal face à une organisation que face à des États désorganisés. L'AES a donc une réalité politique, militaire, historique et culturelle cohérente. Pour comprendre la pertinence de l'AES, on peut comparer avec la manière dont le Nigeria et le Niger, ainsi que le Bénin, qui sont membres de la CEDEAO, ont refondé la commission du bassin du lac Tchad avec le Cameroun et le Tchad qui sont dans la CEMAC, dans le but d'harmoniser, donc la CEMAC c'est l'équivalent de la CEDEAO pour l'Afrique centrale, donc dans le but d'harmoniser leur lutte contre le groupe Boko Haram qui agit de manière transnationale. On peut aussi prendre l'historique de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui réunit Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, initialement dans la lutte contre la sécheresse et aujourd'hui dans la coordination de la sécurité alimentaire et du maintien de la paix. Ensuite, l'AES affiche une solidarité.
Résumé en un mot très simple, si vous attaquez un pays, en l'occurrence le Niger, alors le Mali et le Burkina Faso se considéreront également attaqués et réagiront en soutien aux côtés du Niger. C'est à la fois une ligne panafricaine, mais en même temps une logique d'engrenage, dans le sens où le panafricanisme part du postulat que si un pays africain est attaqué, c'est toute l'Afrique qui est attaquée. Lorsque la Libye a été agressée par l'OTAN, c'est en réalité tout le continent africain qui était agressé. Donc l'AES répond à un élément du panafricanisme, qui est celui de la prise de conscience d'un destin commun et que la survie de l'un dépend de la survie de tous. C'est cette solidarité-là que les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger attendaient des autres États de la CEDEAO qui ont, au contraire, imposé des sanctions et menacé d'une intervention militaire. Évidemment, ceux qui sont contre l'AES expliqueront que l'AES ne serait en réalité que des régimes militaires qui décident de s'allier entre eux pour garder le pouvoir. Que leur sortie de la CEDEAO, qui les avait de toute manière sanctionnés et suspendus, serait un choix de ne plus être soumis au chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel par des élections, tout en maintenant des relations bilatérales avec des pays restés dans la CEDEAO. Le troisième point est donc la question de la démocratie. La crise autour de l'AES a permis de donner un peu de visibilité au Parlement de la CEDEAO, qui est apparu comme un miroir des parlements nationaux africains et qui pose tout simplement l'enjeu de voir une CEDEAO des peuples. Ce que la crise au niveau de l'Afrique de l'Ouest démontre, c'est que les institutions ne sont plus en phase avec les populations. Il y a aujourd'hui une discorde entre un panafricanisme légal porté par des institutions ou des États et un panafricanisme réel porté par les sociétés et les jeunesses. Si l'AES ne prend pas en compte les revendications des peuples, elle ne fera pas mieux que la CEDEAO, parce que le régime militaire permet à l'AES d'aller plus vite que la CEDEAO, mais ce sont les mêmes impasses qui vont se poser si les forces politiques, économiques, sociales et culturelles ne sont pas prises en compte. Dans les 3 pays de l'AES, il y a eu des concertations, des assises nationales, des états généraux, des forums, mais le problème n'est pas tant dans la forme que dans le fond du débat. Le troisième élément sur l'Union africaine, également important d'en dire un mot, c'est une institution qui a été créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963. C'est une organisation qui réunit tous les pays du continent africain sans aucun réel critère de nature politique, idéologique ou culturelle. L'Union africaine dispose néanmoins d'un certain nombre de principes qui sont appliqués de manière automatique. Celui qui nous concerne ici est celui de la non-reconnaissance des régimes qui ne sont pas issus des élections. Donc vous avez un article, l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit le droit de tous les citoyens de, je cite, participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Fin de citation. Il y a aussi un article 20 de la même charte qui rappelle, je cite, le droit de tout peuple à l'autodétermination, fin de citation, principe dont les régimes militaires, dès lors qu'ils affichent un large soutien populaire, se revendiquent pour parler non pas de légalité, mais de légitimité. Pour l'Union africaine, le principe est de condamner tout changement anticonstitutionnel, notamment réalisé par les armes. L'angle mort de l'Union africaine est qu'elle ne condamne pas, dans d'autres cas, les changements et modifications grossières de constitution et les élections manifestement frauduleuses qui empêchent l'alternance au pouvoir autrement que par le rapport de force. C'est cet élément-là qui est invoqué, notamment parmi les jeunesses, pour tordre l'appareil normatif en pointant le 2 poids 2 mesures. Les putschistes en kaki sont condamnés, mais les putschistes en cravate sont félicités. Dans sa ligne de principe, l'Union africaine ne pouvait être donc que condamner la prise de pouvoir par des militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi en Guinée, au Soudan et au Gabon. Le rejet des coups d'État militaires se fonde principalement sur tous les points de non-respect soulevés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire que ce ne sont pas des reproches de circonstances ou d'opportunisme qui cibleraient l'AES, mais des rappels de principe. Parmi ces rappels, le panafricanisme ne peut pas se construire durablement
sans poser l'équilibre ou la séparation des pouvoirs, l'indépendance judiciaire, les libertés qui permettent l'expression des opinions plurielles, les garanties de transparence financière sur la redistribution des ressources ou l'accès aux services, et bien d'autres points qui sont inscrits dans les textes et qui sont non négociables sur la forme, mais toujours négociés sur le fond, notamment lorsque apparaissent les intérêts impérialistes. C'est parce que les anciennes classes politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas assuré la réalisation de ces principes et la satisfaction réelle des besoins de la population, que vous avez une large partie de la population, en AES, mais aussi dans toute l'Afrique, qui a applaudi la prise du pouvoir par les militaires. C'est l'absence d'une classe politique réellement panafricaine qui donne aujourd'hui un certain crédit, voire même un boulevard aux militaires pour déployer un discours et une politique qui, sur certains points, peuvent être en dessous de ce que de véritables forces politiques civiles panafricaines pourraient proposer. Il y avait un panafricanisme de résistance aux anciens régimes néocoloniaux déchus qui doit apparaître dans le panafricanisme de l'AES en raison de la nature du groupe social qui mène la révolution panafricaine, à savoir l'armée. Un mot donc sur la question des coups d'État et du soutien populaire, pour rappeler qu'il y a dans l'histoire post-coloniale de l'Afrique 4 moyens de prendre le pouvoir. Par des élections, par des successions notamment dynastiques, par des accords politiques, et enfin par des coups d'État qui peuvent être militaires ou constitutionnels. Sur ce point, la jurisprudence du panafricanisme ne peut pas reposer sur la force et ne peut pas non plus se fonder sur la fraude. L'enjeu est donc de sortir d'une situation où une partie de l'Afrique, j'insiste bien sur une partie, semble n'avoir le choix contre des élections volées ou des coups d'État. La renaissance panafricaine doit se faire avec de bonnes lois et de bonnes armes. Donc un État de droit qui repose sur une décolonisation de l'État, qui est dans bien des cas encore colonial, et une décolonisation du droit, qui est dans bien des cas encore colonial. N'oublions pas sur ce point que des pays comme le Ghana et le Nigeria se sont politiquement et démocratiquement refondés grâce au travail mené par de véritables gens, après avoir également subi la politique de ces mêmes gens. Autrement dit, l'armée est toujours traversée par des forces révolutionnaires, réactionnaires et conservatrices. Ensuite, le fonctionnement autocratique et dictatorial du pouvoir n'est pas non plus l'apanage des régimes militaires. Il existe des régimes civils avec des dirigeants qui sont parfois élus démocratiquement avec plus de 90% des voix, et dont la gouvernance est parfois plus autoritaire qu'un régime militaire. C'est ce que nous appelons les démocratures. Même dans les États où elle n'est pas au pouvoir, l'armée reste une institution décisive, car le pouvoir en Afrique peut transgresser la Constitution, mais il ne peut pas durer sans un soutien militaire. C'est en cela, par exemple, que la situation au Sénégal est encore plus complexe du fait de la présence de la base militaire française et d'une armée sénégalaise qui est liée à cette présence, tout en étant amenée à défendre un régime souverainiste de rupture avec la France. Maintenant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà connu des coups d'État. Le temps passé au pouvoir par les militaires dans chacun de ces 3 pays est même plus grand que le temps des civils au pouvoir. Donc l'argument de dire que l'on va essayer les militaires parce qu'on ne l'aurait jamais fait est un argument qui ne tient pas. Pour les populations du Sahel, même si la jeunesse n'a pas connu l'époque des vieilles dictatures, le pouvoir militaire n'est pas un saut dans l'inconnu. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler à l'opinion occidentale. Le pouvoir militaire n'est pas un saut dans l'inconnu. Ce sont, en revanche, effectivement, un retour dans le passé. Et de ce point de vue-là, donc d'un point de vue historique, la grande majorité des coups d'État en Afrique ont eu des effets désastreux lorsqu'ils ont mis au pouvoir des militaires qui n'avaient pas de formation politique et idéologique, qui n'avaient pas de notion de gouvernance économique leur permettant d'agir pour les intérêts du peuple, qui n'avaient pas de vision. Les coups d'État ouvrent un durcissement général, car tout pouvoir qui est acquis par la force est sous la menace d'être défait par une force plus grande. Il est d'ailleurs intéressant de voir, par exemple, que les démocrates qui ont été renversés dans les pays du Sahel appellent en réponse à une intervention militaire occidentale
dans le but de reprendre le pouvoir, ce qui a introduit le mécanisme impérialiste bien connu de réinstaller la démocratie par les bombes. Une grande partie des putschistes qui ont sévi dans les anciennes colonies françaises étaient des hommes qui avaient servi la France avant les indépendances ou qui avaient été formés et installés par l'armée française. Dans le cas des pays de l'AES, les militaires qui sont actuellement au pouvoir ont tous collaboré soit avec les présidents qu'ils ont renversés, soit directement sur le terrain avec les forces françaises qu'ils ont expulsées. Ils savent donc de quoi ils parlent. Ce sont donc des coups d'État de rupture, qui sont différents des coups d'État de relance du système néocolonial. Ce sont des coups d'État de rupture, car ils visent à changer l'orientation et la nature des relations à l'échelle internationale en s'émancipant de l'ancienne puissance coloniale. Plusieurs gradés ont également été formés en ex-URSS et ont donc logiquement réactivé les contacts avec la Russie, qui est en soi une puissance militaire sur le terrain et dans la vente de la fourniture d'armement et de troupes. Sur ce point, les dirigeants de l'AES sont libres de déterminer avec qui ils veulent collaborer. Dans le fond comme dans la forme, le panafricanisme repose sur l'expulsion de toutes les forces étrangères présentes sur le continent africain. Par conséquent, la décision des pays de l'AES d'ouvrir un partenariat militaire avec les Russes ne relève pas du panafricanisme, mais tout simplement de la souveraineté des États du Sahel. Changer de partenaire militaire est un acte réel de souveraineté et d'autodétermination qui a un fort retentissement positif auprès d'une jeunesse qui ne veut plus de la France. Il est évident que la Russie dispose d'une politique d'influence et d'intérêt en Afrique, car toutes les puissances ont une politique africaine reposant sur la recherche de leurs intérêts. Cette politique d'influence de la Russie a été pointée par les médias occidentaux à partir de la présence de drapeaux russes dans les manifestations, à partir d'une propagande autour du soi-disant sentiment anti-français, et enfin à partir de la présence de mercenaires russes. Sur ce point, il est important de dénoncer le mercenariat. Il est important de rappeler que le mercenariat en Afrique n'est pas né avec le groupe russe Wagner. Plusieurs sociétés privées occidentales fournissent des services auprès de pouvoirs africains ou d'entreprises étrangères. Le nom qui symbolise le mercenariat par excellence est celui du français Bob Denard, qui avait fait des Comores son quartier général, sans compter les mercenaires du Katanga ou de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Cependant, lorsqu'il est confronté à la sécession du Katanga, au lendemain de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, ne peut qu'utiliser son armée dans le cadre de la défense légale de son pays. Mais ses adversaires recrutent des mercenaires. L'armée refuse d'obéir à Lumumba, les Américains refusent de le soutenir, mais les mercenaires obéissent aux ennemis de Lumumba qui est éliminé. Par conséquent, le mercenariat n'est pas et n'a jamais été un allié du panafricanisme et de la libération de l'Afrique. L'allié de la libération de l'Afrique, c'est la solidarité internationale. Le véritable poids du panafricanisme, c'est le soutien populaire aux militaires qui est incontestable, avec néanmoins quelques petites nuances évidemment. En premier lieu, il y a des personnes, majorité visible, qui soutiennent de manière totale et inconditionnelle et le pouvoir militaire et le principe de l'AES, notamment au nom du panafricanisme, sans présager de ce qu'ils entendent par panafricanisme. Cela peut aller d'un certain réalisme politique sur le fait que l'alliance entre des militaires patriotes et des idéologues politiques est la meilleure solution, jusqu'à une forme de fondamentalisme qui mythifie des leaders qui incarnent quelque chose de plus grand que leur seule personne. En deuxième lieu, il y a des personnes qui rejettent effectivement tout pouvoir militaire par principe démocratique, mais qui ne sont pas opposées au principe de l'alliance au nom du panafricanisme. Cela pose ici la question de pourquoi les hommes politiques n'ont pas été en mesure de faire ce que les militaires ont fait en un temps très court. Sur un exemple historique, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État, dans le contexte de coup d'État, et toutes les personnes qui parlent positivement de Sankara ne sont pas forcément pour que des militaires soient au pouvoir. En troisième lieu, il y a des personnes qui rejettent toute forme de militarisme et toute forme de panafricanisme. Néanmoins, le large soutien populaire au régime en place à Bamako, Niamey et Ouagadougou n'est pas un syndrome de Stockholm, mais un crédit lié au fait que les militaires ont parachevé les soulèvements ou les contestations populaires.
Les peuples n'ont pas un pouvoir de décision, mais ils ont un pouvoir de pression. Ensuite, le travail de communication qui donne une visibilité à ce soutien permet d'accompagner un discours de rejet de la démocratie, associé à un rejet des appels à la tenue d'élections pour sortir de la transition. Il faut donc distinguer le soutien populaire qui est manifeste dans le pouvoir de pression et la participation citoyenne qui est fortement liée du fait précisément que les libertés publiques et les activités politiques, notamment de l'opposition, sont réduites ou interdites dans un contexte de maintien de l'ordre public qui est lui-même justifié par la guerre contre le terrorisme et qui, dans la réduction de ces libertés publiques, n'est pas la conséquence d'une renaissance panafricaine, mais d'un état de guerre. Les militaires au pouvoir ne sont pas au pouvoir dans des pays en paix, mais dans des pays en guerre contre le terrorisme. Or, nous savons notamment, depuis le 11 septembre, que la guerre contre le terrorisme est toujours un moment où les libertés sont réduites. Alors, je vais aller à la conclusion. Il y a pas mal de points que j'aurais voulu soulever, mais je reviendrai peut-être faire une seconde conférence. C'était des points notamment programmatiques qui expliquaient un peu comment je voyais les choses, je dirais, se développer. Et je vais juste conclure, en fait, avec quelques références à Amilcar Cabral, qui est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que Cabral parle du suicide de classe. Le suicide de classe, il demande aux élites de renoncer à leurs privilèges pour renaître dans le cadre de la lutte populaire. Qu'il s'agisse des élites politiques, économiques, culturelles, intellectuelles ou militaires africaines, elles doivent opérer un suicide de classe. En réalité, l'expression renvoie davantage aux nouvelles classes moyennes africaines qui, sur place, voient leur situation se dégrader du fait notamment des politiques de sanctions et qui peuvent développer pour cela un ressentiment contre le pouvoir militaire en place. L'expression renvoie aussi à la nécessité de repenser l'internationalisme autour du Sahel. De la même manière que de jeunes intellectuels africains avaient décidé en 1958 de quitter la France pour aller aider et enseigner dans la Guinée de Sékou Touré qui faisait face à une immense répression de l'État français, chacun doit réfléchir à la manière dont il veut et peut aider. De leur côté, les dirigeants et les peuples de l'AES doivent assurer les conditions qui permettent cette aide inconditionnelle sans tomber dans les dérives sanglantes qui ont nui à la révolution menée par la Guinée de Sékou Touré. Lors des funérailles de Kwame Nkrumah, Cabral a parlé du cancer de la trahison. Il faut faire très attention avec certains mots qui sont apparus ces derniers temps et qui sont utilisés sans aucune mesure. La renaissance panafricaine ne peut pas se faire dans des invectives et des recherches constantes de ruptures stériles. Les discours dans lesquels des patriotes et des révolutionnaires autoproclamés dénoncent des traîtres et des apatrides sont des discours dangereux et anti-panafricains, autant que les accusations de panafricains et d'aliénés. C'est pareil pour les discours qui ciblent les individus comme des menaces en fonction de leur ethnie. Mettre de l'idéologie ou de l'identité ethnique dans un domaine comme la sécurité, dans le contexte actuel, est très risqué. Le panafricanisme est également un sujet que nous devons traiter avec un certain sang-froid et qui déclenche énormément de passion parce que c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. L'AES ne doit donc pas être le terrain d'un nivellement du panafricanisme par le bas ou d'un panafricanisme de la paranoïa. Les intellectuels doivent donc aussi assumer les critiques qui leur sont faites. La dernière référence que j'emprunte à Amilcar Cabral, qui est vraiment absolument l'homme de la situation. Il faut lire Cabral, il faut l'apprendre par cœur. Vous avez le petit ouvrage de Sétine qui en parle et nous sommes dans le centenaire de Cabral. C'est cette formule: ne masquez pas les difficultés, les erreurs, les échecs, ne criez pas victoire trop facilement. Le panafricanisme ou la renaissance panafricaine annoncée doit se garder de tout triomphalisme, mais il doit maintenir un optimisme radical. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont trois pays enclavés, confrontés à des conditions climatiques et géographiques difficiles. Ce sont des pays auxquels l'impérialisme a promis l'enfer. Ce sont des pays auxquels l'impérialisme a promis l'enfer. J'ai eu l'honneur d'être invité par des camarades dans ces trois pays, et les interventions enregistrées qui nous sont parvenues confirment leur détermination à opérer un changement systémique. Ce changement systémique qui sera opéré dans le Sahel entraînera aussi des changements ici, en Occident et en Europe. Donc il faut lutter de manière solidaire avec les peuples du Sahel. Ce sont des peuples intègres qui ont le potentiel nécessaire pour mener une révolution jusqu'au bout.
Il faut donc leur apporter un soutien dans toutes les difficultés qu'ils traversent et leur donner les moyens d'élargir la renaissance panafricaine. Vive l'unité africaine, vive la solidarité des peuples en lutte. Merci beaucoup. Je précise juste pour lever la frustration. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un texte qui est écrit. Comme j'interviens avec un éditeur, le CETIM, et qu'il y a aussi des journaux, je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un texte écrit, puisque l'idée, c'est évidemment de produire des textes et des documents qui permettront à tout un chacun de réfléchir et d'avoir des documents également d'études. Je pense que c'est très important, ça a été souligné en introduction. C'est, je crois, la première fois qu'il y a une conférence dans un espace universitaire sur la question de l'AES, sur la question du Sahel. Le fait que ce soit à Genève est extrêmement intéressant et je pense qu'il faut vraiment que cette question-là soit également saisie par les universitaires. Lorsque nous avons co-dirigé avec Thomas Delton, Benoît Colomba et Thomas Bray le livre sur la France-Afrique, nous avons tenu à ce que les universitaires également y participent parce que nos combats militants anti-impérialistes sont trop souvent caricaturés comme étant des combats d'idéologie et non pas des combats scientifiques. Or, les révolutions qui se passent aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier ont une base scientifique que nous devons réellement étudier. C'est pour ça que c'est important également qu'il y ait des écrits produits et que ces écrits puissent nourrir la réflexion. Dernier élément, l'intervention de Inem Richardson a été limitée parce que dans sa fougue, elle a parlé beaucoup plus longtemps. Mais dans un des passages qui a été coupé, elle appelle à une solidarité avec le centre Thomas Sankara au Burkina Faso, à Ouagadougou et à Niamey, parce que les jeunes au Sahel ont besoin de livres. L'une des choses qu'on a des difficultés à trouver, c'est des livres qui parlent de l'histoire politique de l'Afrique, de l'histoire des révolutions, de l'histoire des idéologies. Donc si vous avez des bibliothèques qui traitent de ces questions-là, et que vous pouvez les mettre à disposition pour qu'on les envoie à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako, eh bien, contactez-moi pour que vous participiez également à la renaissance panafricaine qui est en cours dans les pays du Sahel. Merci. Merci, Hamza, pour ta contribution. Maintenant, on va prendre un petit moment pour échange avec nos invités. C'est-à-dire que nos invités présents ici, hein, c'est-à-dire que je vous propose de poser vos questions, soit à Iya, soit à Hamzad, que connaît, et puis faire peut-être plus de questions qu'au lieu de faire un discours. Donc, toi? Bon, vas-y. Je profite que j'ai le micro dans les mains. Vous m'entendez? Ouais, je pense que c'est bon. J'aurais une question concernant les enjeux économiques et monétaires. Nous avons déjà entendu les dirigeants du Sahel